Éric Ciotti, l'ouragan Maria est élevé au niveau de vigilance violette pour la Guadeloupe. C'est une violence inédite. Estimez-vous ce matin que tout est fait par l'État en termes de prévention des ouragans, particulièrement celui-là? À ce stade, j'ai une pensée pour nos compatriotes de Martinique et de Guadeloupe qui sont touchés par le cyclone, qui a pris manifestement une ampleur plus forte que prévu. Il est passé de 3 à 5. Donc je leur souhaite beaucoup de courage et je souhaite aux forces de secours, là aussi, le courage nécessaire pour affronter ces circonstances inédites et exceptionnelles. Et on a des forces, que ce soit nos sapeurs-pompiers, les unités de la sécurité civile, nos gendarmes, nos militaires, qui font preuve d'un grand professionnalisme, je les connais, et d'un grand courage. Comment vous qualifiez l'intégralité de cette gestion de crise par le président de la République? Il est sur place, et on sait qu'il a été un peu décrié par les images, notamment. Le président de la République est toujours animé par cette surenchère de communication. On a vu la séquence avec le lit de camp, le seau d'eau. Tout est un peu surjoué. On a vu aussi ces scènes avec ces discussions assez animées avec des habitants qui étaient en colère, qui étaient tendus. C'est la marque Macron. C'est surtout de la com. C'est la communication à outrance depuis le début de ce quinquennat. Et je dirais même avant, c'est d'abord la communication. Pour l'action, il faudra sans doute attendre pour juger. L'action, on va le voir, parce qu'on va parler un peu d'économie. 16 milliards d'économies au lieu de 20 prévus initialement dans le budget 2018. C'est la feuille de route. Il n'y a pas de tour de vis annoncé. Est-ce que vous en réjouissez? Ce qu'il faut, c'est dire la vérité aux Français. Et il faut agir en vérité. Nous avions, avec François Fillon, un programme de redressement économique très courageux, très audacieux. Là, on ne voit pas trop où va la direction. Il y a, en même temps, selon la formule sacrée du macronisme, il y a des augmentations massives de fiscalité, puisqu'à partir du 1er janvier, il y aura 21 milliards d'euros d'impôts de plus avec la CSG, il y aura l'augmentation du diesel. Hier, M. Hulot annonce l'augmentation de la taxe carbone. Donc il y a à nouveau une augmentation des prélèvements obligatoires. Et il n'y a pas de baisse des dépenses publiques très caractérisée. On voit la diminution du nombre de fonctionnaires est ridicule, 1600. On annonce certaines dispositions de redistribution. De quoi faire on ne voit pas trop où est le cap. Qui va profiter de ce budget? Hier, Bruno Le Maire et Gérald Darmanin ont expliqué que ce n'était pas un budget pour les plus aisés. Les plus modestes et les classes moyennes en profiteront. Est-ce que vous partagez cette vision des choses? Non, je ne la partage pas. Ce sont les victimes de ce budget, ce seront d'abord les retraités. 8 millions de retraités qui vont subir l'augmentation de la CSG sans compensation. C'est-à-dire qu'un retraité qui touche une retraite de 1 000 euros par mois va perdre par an 500 euros du fait de l'augmentation de la CSG. C'est considérable, c'est violent, c'est inédit. Les classes moyennes aussi, quelque part, ne seront pas accompagnées, aidées, alors qu'elles avaient été pressurisées par 5 années de gestion Hollande. Et là, il n'y a pas cette baisse de cette pression fiscale d'une ampleur aussi forte. On est là encore dans la communication. On voit bien que M. Darmanin cherche des cas pour dire qu'il y aura une augmentation du pouvoir d'achat. Il a parlé d'un 13e mois. Bon, c'est sûrement pas en mois qu'il faut compter, peut-être en jours. Mais en tout cas, il y a à nouveau cette augmentation de la fiscalité, ce choix d'augmentation de la CSG que je conteste avec force. Donc on n'est pas dans cette véritable réforme. On n'est pas dans une politique de droite? Non, absolument pas. Quand on continue à augmenter la fiscalité, on n'est pas dans une politique de droite. Quand on ne baisse pas avec force les dépenses publiques, les emplois publics, quand on ne fait pas la réforme des retraites, quand on ne fait pas la réforme des 35 heures, on n'est pas dans une volonté de redresser le pays avec l'ampleur nécessaire. Les opposants aux ordonnances se mobilisent, les routiers aujourd'hui, d'autres manifestations sont prévues cette semaine. Est-ce la semaine de tous les dangers pour le gouvernement? Je ne sais pas. L'ampleur de la mobilisation était relativement faible la première semaine. Moi, sur le fond, je soutiens
l'adoption de ces ordonnances. J'ai voté la loi d'habilitation et je voterai la loi de ratification. Après, il faut relativiser. On n'est pas dans une révolution copernicienne, comme l'annonçait M. Macron. Cette réforme est finalement d'ampleur assez modeste. Les accords d'entreprise ne se substituent pas aux accords de branche. C'est une erreur. Il n'y a pas un relèvement des seuils sociaux. Il n'y a rien sur les 35 heures. Donc, le Code du travail va rester pour l'essentiel dans sa complexité, même si tout ce qui est contenu dans les ordonnances, je le dis, va dans le bon sens. Ça ne va pas assez loin. Va dans le bon sens et dans la bonne direction. Mais Éric Ciotti, 60% des électeurs de François Fillon soutiennent le chef de l'État aujourd'hui. Est-ce que Emmanuel Macron est en train de siphonner la droite ? Je ne crois pas. Ils soutiennent peut-être sur cette réforme, puisque elle va dans le même sens que nous souhaitions, si ce n'est que la vitesse et l'ampleur est beaucoup moins forte et donc les résultats seront beaucoup moins forts. Je suis assez sceptique sur les conséquences en matière de lutte contre le chômage de cette réforme. La droite se cherche, on le voit, la popularité d'Emmanuel Macron est en chute libre et une enquête Odoxa Presse Régionale le confirme encore ce matin, mais pour autant les Républicains ne sont pas audibles. Que faut-il faire pour redevenir audibles ? Nous sommes en voie de reconstruction, je dirais. On a failli mourir. C'est clair, au printemps dernier, la droite républicaine aurait pu disparaître. C'était d'ailleurs le défi d'Emmanuel Macron. Lorsqu'il a nommé Édouard Philippe à Matignon, c'était pas pour rassembler la droite et la gauche, c'était pour détruire la droite, pour qu'il soit tout seul dans une forme de pouvoir absolu. On a fait face. 100 députés libres et indépendants qui avaient un candidat en marche, comme ce fut mon cas, ont été élus. On a un groupe parlementaire, on a un tissu d'élus locaux extrêmement important. Je pense qu'on aura de beaux résultats et de bons résultats sur les élections sénatoriales dimanche. Et nous avons surtout ce grand rendez-vous du 10 décembre. Nous aurons le 10 décembre un chef qui va incarner notre famille politique. C'est un rendez-vous démocratique, c'est une élection et pas une désignation. En Marche, ce sont les désignations. Je lisais là encore dans Nice Matin, excusez-moi du chauvinisme, mais le représentant d'En Marche dans les Alpes-Maritimes qui disait l'élection, c'est démodé. La désignation, c'est moderne. C'est assez révélateur de ce qu'est En Marche. Nous avons des élections. J'invite tous ceux qui ont des idées chez les Républicains à être candidats à ces élections. Je suis persuadé, en tout cas personnellement je le souhaite, que Laurent Wauquiez sera élu président des Républicains. Et il va porter le redressement de notre famille politique avec une équipe large, rassemblée. Il y aura l'unité de notre famille politique et il y aura en même temps des idées claires et fortes, des idées de droite. C'est assez logique dans un parti de droite d'avoir des idées de droite, même si ça surprend certains. Est-ce qu'on peut y venir ? Alors Laurent Wauquiez, dans un entretien qu'il accorde cette semaine à Valeurs Actuelles, dit « La droite, depuis les années 90, ne mène que des réformes techniques aux politiques au petit pied ». Vous incluez là-dedans également Nicolas Sarkozy ? Non, je n'inclus pas Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy a conduit des réformes importantes, notamment la réforme des retraites qui a permis de sauver notre système de retraite. Il a mis en place le service minimum en cas de grève, l'autonomie des universités, les peines Donc avec planchers. Laurent Wauquiez, ça sera la politique au grand pied. Avec en revanche, Nicolas Sarkozy s'est heurté à une situation économique très violente. Rappelez-vous la crise de 2008. On n'est pas dans le même contexte aujourd'hui et on n'était pas dans le même contexte sous François Hollande. Ce qu'il faut, c'est vrai, c'est donner un cap à la droite. C'est que cette droite soit fidèle à ses racines, à ses valeurs, qu'elle n'ait pas honte d'être elle-même, qu'elle ne tombe pas en permanence dans le politiquement correct, qu'elle n'ait pas de sujet tabou, qu'elle s'attaque aux vrais problèmes des Français, qu'elle parle aux classes populaires, aux jeunes, aux classes moyennes, qui se sont un peu détournées de notre route. Il faut aujourd'hui avoir un projet global, et c'est ce que propose Laurent Wauquiez, et il a raison. Denis Corot. On a vu le cafouillage du gouvernement autour du sujet de la généralisation de la PMA. C'est quelque chose qui vous inquiète ? On voit que le gouvernement n'est pas clair sur cette affaire. Qui dit la vérité ? Est-ce que c'est Madame Schiappa ? Est-ce que c'est Monsieur Collomb ? Donc on voit bien là aussi qu'on veut s'adresser à
à beaucoup d'électorats différents et envoyer des messages qui, en même temps, sont un peu contradictoires. Moi, je dis clairement que la PMA, telle qu'elle a été annoncée par la secrétaire d'État, constituerait un pas vers la marchandisation des corps et serait dangereuse. Nous y sommes opposés. Nous sommes naturellement encore plus opposés à la GPA, mais il faut que le gouvernement soit clair aujourd'hui sur ce qu'il dit. Il faut à tout le moins un éclaircissement. Là, on est dans l'ambiguïté, on est dans le flou et on ne voit pas bien où le gouvernement veut aller. Laurent Wauquiez est pris aussi dans la polémique sur sa retraite qui toucherait du Conseil d'État. Est-ce que vous lui demandez, par exemple, ce matin, de renoncer à tout ça à cause de cette polémique ? Renoncer à cet argent. On est dans les vieilles ficelles. Chaque fois qu'il y a une élection, on porte une attaque contre celui qui est candidat à cette élection. Laurent Wauquiez incarne une espérance pour la droite. Ces attaques, elles sont ridicules. Elles sont ridicules. Laurent Wauquiez, qui est conseiller d'État, qui a été major de l'ENA, est en disponibilité aujourd'hui. Donc, il paie ses cotisations de retraite. C'est prévu dans la loi. Si le gouvernement voulait changer la loi, il aurait eu tout loisir de le faire au mois de juillet dernier. Donc, il n'y a pas de débat aujourd'hui sur cette question. Elle est tout à fait légale. On est dans la légalité. Éric Ciotti, question locale. Éric Ciotti, vous aviez déjà quelques petites divergences avec Christian Estrosi. Depuis les législatives, c'est un affrontement au grand jour. Est-ce que vous pourriez aller jusqu'à vous présenter contre lui au municipal à Nice ? Nous avons aujourd'hui, c'est clair, et je ne le conteste pas, une divergence d'approche, notamment sur l'avenir de notre famille politique. J'ai lu Christian Estrosi qui annonçait la création d'un nouveau mouvement. Il a eu des phrases très dures sur les Républicains. Le risque de devenir une secte, notamment. Moi, je crois qu'il a utilisé ce mot qui est un peu choquant. Moi, je crois en l'avenir de ma famille politique. Je n'ai pas changé. J'ai été élu avec un mandat clair de mes électeurs face à des candidats en marche. Je n'ai pas eu le soutien de Christian Estrosi dans cette élection législative. C'est Gérald Darmanin lui-même qui a dit que Christian Estrosi lui avait demandé de venir soutenir mon adversaire à Nice. Il a dit dans le journal L'Opinion, j'ai lu. Et donc, vous allez être candidat à la mairie de Nice. Le débat n'est pas là. Le débat, et je répondrai pas aujourd'hui Cyril Viguier ou Denis Caro à cette question. Elle est naturellement très prématurée. Les municipales, c'est dans 2 ans et demi. Moi, je défends ma ville, je défends mon département. Je suis le seul député de droite à Nice, en tout cas membre du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. Tous les autres sont dans le soutien au gouvernement. J'ai été élu sur des bases claires. Je crois que c'est pour ça que j'ai été élu, dans la fidélité à des valeurs. Je n'ai pas changé, je défendrai ma ville, je défendrai mes valeurs. La réconciliation est possible avec Christian Estrosi ? Le reste est très anticipé. Est-ce que la réconciliation est possible ? Le dialogue est possible à nouveau. Le dialogue, le travail est possible. Et j'espère que Christian Estrosi reviendra à l'adhésion à ses valeurs et à sa famille politique dont il s'est un peu éloigné, notamment pendant la campagne présidentielle où il a donné des signes qui, personnellement, comme pour beaucoup d'électeurs, m'ont choqué en faveur d'Emmanuel Macron avant le premier tour.